Monsieur Placide Nzelamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert dans la gouvernance dans les secteurs extractifs et aussi membre de la société civile du Nord Kivu. Nous vous recevons dans ces magazines Tetea Mazingira pour parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Que pouvons-nous attendre par responsabilité sociétale des entreprises? La responsabilité sociétale des entreprises pourrait se définir comme ce que les entreprises entrevoient en termes de dividendes aux communautés locales lors de l'exploitation des ressources naturelles. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise s'installe dans une entité, la première des responsabilités, c'est de produire d'abord l'étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental et social est un document qui est exigé par la loi, dans lequel on place une partie de ce que l'entreprise va faire pour protéger l'environnement, du milieu où il sera en train d'exploiter, mais aussi des obligations des entreprises vis-à-vis des communautés qui seront affectées par cette exploitation de ressources. Voilà un peu comment ça se subdivise. C'est pourquoi il y a les charges sociales, donc le cahier des charges, et il y a aussi la partie étude, impact environnemental. C'est-à-dire, si moi j'installe une usine de production de ciment ou de fabrication de ciment ici, je dois montrer dans mon étude comment je veux gérer les déchets qui seront produits par exemple, cette usine. Si je veux exploiter ici de la cassiterite ou du coltan, je dois montrer combien je vais gérer les espaces où on va créer par exemple des trous. Comment je vais faire pour qu'il n'y ait pas des éboulements. Donc tout ça, c'est dans l'étude. Et dans l'étude, on procède aux consultations des communautés. On doit rencontrer les communautés pour qu'elles donnent leur point de vue. Dans le cahier des charges, effectivement aussi, il y a des consultations pour son élaboration parce que les communautés doivent dire « Voici ce que vous allez faire pour nous ». Ce qui est dans le cahier des charges n'entre pas dans ce qu'on appelle les obligations légales, donc ce qu'on doit payer à l'État. Ça rentre dans ce que l'entreprise apporte comme contribution à la communauté. Et c'est en ça qu'on peut dire maintenant la responsabilité sociétale. Donc la responsabilité sociétale est couchée dans un seul document qu'on appelle étude d'impact environnemental et social. Et cette étude est validée par l'Agence congolaise de l'environnement. L'étude doit être élaborée par un cabinet bien sélectionné en matière environnementale. Et il y en a ici, on peut les rencontrer par-ci, par-là. Et ce sont ces cabinets-là qui sont attitrés pour produire des études. D'autant plus que si l'étude était mal produite et qu'il y aurait d'autres conséquences plus fâcheuses lors de l'exploitation, c'est les cabinets qui s'engagent à payer le préjudice. Dans votre propos, vous avez parlé de la consultation des communautés. Comment est-ce qu'on détermine la communauté qui doit être consultée au moment où il faut mettre en place un cahier des charges? En fait, la consultation porte sur différentes couches de la communauté. On commence toujours par la société civile, qui est un ensemble d'organisations qui travaillent sur différentes thématiques dans les entités. Donc ce sont ces gens-là qui arrivent, les représentants. Il y a aussi les représentants des confessions religieuses, les jeunes, les femmes, parce que lors des consultations, on doit s'assurer qu'on a pris en compte les désidératas de toutes les couches de la communauté. D'autant plus que lorsque l'exploitation va commencer, que tout le monde soit au courant de dire, ok, cette exploitation-là va apporter ça et ça et ça comme contribution au développement local dans notre entité. C'est pourquoi, quand on parle de consultation, on parle de différentes couches de la communauté qui sont représentées parce qu'on ne peut pas rencontrer tout le monde au même moment. Donc on prend une représentation de couches de communautés qui apportent leurs idées, leurs perceptions sur l'exploitation et ça sera couché maintenant dans un document qu'on appelle cahier des charges. Et ce cahier des charges-là doit être vulgarisé. C'est parmi aussi d'autres responsabilités. On ne peut pas vulgariser toute l'étude. Il y a des parties seulement qui doivent être connues par la communauté et d'autres qui restent par exemple connues par l'État et l'entreprise. Mais au moins dans le cahier des charges, ça doit être vulgarisé. La communauté doit savoir que cette entreprise exploite ça et ça et ça ici et va chaque année par exemple nous construire une école ou va chaque année nous construire un pont ou va chaque année donner des bourses à nos enfants d'ici pour aller étudier ailleurs et avoir des connaissances qui ne sont pas encore dans la communauté. Donc voilà
un peu comment ça se passe. En ce qui concerne les rapports d'études d'impact social et environnemental, est-ce qu'il existe des clauses de confidentialité qui empêchent la communauté d'avoir accès à ces documents? Bon, en fait, après l'élaboration de l'étude, on prend les parties essentielles qui doivent être connues par la communauté. C'est ce qu'on vulgarise. On ne peut pas amener tout, même ce qui ne concerne pas la communauté, des numéros de compte de l'entreprise, des consorts, non. Ça, on ne peut pas amener quand même ça, c'est un exemple. On ne peut pas amener la communauté, non. On doit donner des parties essentielles qui concernent la communauté. Ce que la communauté doit connaître. Et d'autres qui sont confidentielles à l'entreprise, on doit les laisser telles quelles. C'est ça ce que la loi exige. On ne doit pas vulgariser tout, non. On vulgarise des parties essentielles qui concernent la communauté. Dans notre précédent épisode du magazine TTA Mazingira, où nous parlions de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous avons reçu quelques réactions des auditeurs en rapport avec ce que les populations doivent bénéficier du moment que l'exploitation s'est faite ici au niveau de la province. Nous voulons maintenant à ce niveau-là savoir ce que vous dites à cette communauté qui est affectée par l'exploitation de minerais. C'est comme par exemple cette auditrice qui nous dit que pour que la population congolaise bénéficie des revenus issus de l'exploitation de minerais, de forêts, de gaz de la RDC, il faut financer les initiatives locales, et une autre qui indique que sensibiliser la population sur les questions de redevabilité et contrôle citoyen, organiser des débats publics sur le code minier, sensibiliser les chefs des entités territoriales décentralisées sur la redevance minière et les infranationaux va permettre à la population de bénéficier des minerais. Qu'est-ce que vous dites à ces auditrices? Il faut dire qu'il est vrai que les communautés ont beaucoup d'attentes dans l'exploitation des ressources naturelles. Et si ces secteurs d'exploitation des ressources naturelles étaient bien encadrés par l'État, il n'y aurait pas de pauvreté au Congo. Mais ce qui s'observe, tel que les auditeurs sont en train de le dire sous d'autres formes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle bradage des ressources naturelles. Donc nos gouvernants ne tirent pas beaucoup d'attention sur ce que les communautés doivent gagner. Et vous trouverez des gens dans la communauté qui sont plus riches alors que les ressources appartiennent à tout le monde. Donc il faut veiller à ce que les dividendes de l'exploitation des ressources naturelles parviennent aux communautés. Et là, par exemple, dans mon bureau ici, on est en train de piloter le projet qu'on appelle Leading the Change dans le secteur environnemental, diriger les changements. Nous travaillons sur des questions de politique. Comment diriger les changements pour que les ressources naturelles bénéficient réellement aux communautés. C'est d'abord former ces communautés-là sur leurs droits. Vous comprenez? C'est quoi leurs droits en matière d'exploitation de l'eau? C'est quoi leurs droits en matière d'exploitation du bois? C'est quoi leurs droits en matière de tourisme? Vous comprenez? C'est quoi leurs droits en matière d'exploitation de minerais ou du gaz? Donc, c'est ça ce que nous faisons. Parce que lorsque ces communautés sauront leurs droits, ils sauront bien les revendiquer. C'est ça le plus grand problème qu'il y a au Congo. Les communautés ne savent pas quels sont leurs droits dans l'exploitation des ressources naturelles. Et c'est la première pauvreté, c'est le manque de connaissances. Et il y a une autre réaction de la part d'Esaïe depuis Vichumbi, là en territoire de Rutshuru. Lui, il écrit: pour que la population puisse bénéficier, il faut engager les personnes concernées, pas des étrangers. Il faut aussi que cette matière soit utilisée dans les pays. En termes d'embauche, comment ça se passe pour le recrutement de la communauté locale lorsqu'il y a exploitation? Les entreprises procèdent au lancement des offres. Ils produisent des offres et les gens postulent selon les compétences demandées. Parce que l'entreprise ne peut pas dire, bon, venez vous tous. Non, il y a des offres que les entreprises publient. Il faut dire aussi que nous n'avons pas assez d'entreprises au Nord Kivu d'exploitation des ressources naturelles. On a Alphamina à Walikale, on a la Société minière de Bissoun ici à Massissi vers Rubaya. D'autres sont des coopératives, des exploitants artisanaux. Et quand l'exploitation est artisanale, comprenez que ça bénéficie peu à la communauté. Mais quand il y a d'entreprises, il y a des clauses qui sont signées entre les communautés. Parce que derrière la loi en matière d'exploitation minière, le nouveau code minier a été en tout cas très explicite en matière de partage des bénéfices. Donc, il y a les secteurs des entités décentralisées, là où l'exploitation est exercée
bénéficient, je crois, de 15% des revenus de l'entreprise. Et que donc, si on a 15% dans une exploitation industrielle, ce n'est pas moins de 20 000, hein, ça doit être vers des 30 000 $ qu'on bénéficie trimestriellement. C'est beaucoup d'argent qui peut piloter déjà des mini-projets. En 2 saisons, on peut être capable de construire une école. En 2 saisons, on peut être capable de se faire des captages d'eau potable dans une entité. En 2 saisons, on peut être capable de se faire une route de dessert agricole. Bon, malgré en terre, mais quand même pour viabiliser les entités. Parce que la première des pauvretés, c'est le manque de viabilité dans nos entités. L'accès à ces ressources-là, c'est un problème très sérieux. Il n'y a pas de route, mais on veut le développement. Bon, on devait commencer d'abord par les voies, qu'on appelle les voies de communication. Quand on fait la géographie économique à l'université, on commence par les routes. Si on n'a pas de route, donc l'exploitation sera faite et l'évacuation sera faite par les avions. Et quand ce n'est pas les avions, c'est incontrôlé. On ne sait pas l'avion va venir atterrir où. L'avion peut aller atterrir à Kigali, à Kampala ou ailleurs. Et les ressources sont parties comme ça. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faille vraiment bien expliquer d'abord aux communautés quels sont leurs droits. Et puis il faut les revendiquer. Tous les secteurs extractifs aujourd'hui, il y a beaucoup de mafias, la fraude, ça tue le développement même local. Mais si on avait vraiment des gens qui travaillent pour l'État et s'il y avait des sanctions, parce que ce qui aussi favorise la mafia et même la fraude, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. S'il y avait des sanctions à l'égard des fraudeurs et tout cela qui se lisent dans des COP, je crois que ce secteur allait être bénéfique. Donc le mal est partout. Les communautés aussi acceptent d'entrer dans la fraude. Parfois, des membres de communautés cachent même, protègent même des entreprises qui ne sont pas en ordre. Vous voulez attaquer une entreprise, vous trouvez des gens écrire une pétition alors que l'entreprise elle-même n'est pas en ordre. Donc tout ça sont des problèmes. Donc il faut encore beaucoup d'efforts d'assainissement du secteur, mais aussi d'assouplissement parce qu'il y a aussi la tracasserie, mais aussi beaucoup de taxes. Le Congo, c'est un pays de taxes qui font à ce que même les investisseurs ne viennent pas rapidement. Tout ça. Donc, si on a beaucoup d'entreprises d'exploitation des ressources, nous aurons absorbé même le chômage. Il y a la mauvaise utilisation, par exemple, des bénéfices liés au tourisme. Comment on utilise ici en province? On n'en sait rien. Ça va où? Ça favorise à qui? Tout ça sont des problèmes. Donc, il y a encore des efforts à fournir. Et nous pensons que nous, les communautés, nous, la société civile, les étatiques, la partie étatique, nous avons encore des efforts à fournir pour améliorer le secteur afin qu'il soit bénéfique à toute la population. Merci. C'est à moi de vous remercier.